Yorana, Maruru no Totato Farerei Iteyepepe. J'aurais préféré être avec vous durant ce colloque que j'essaye de suivre tant bien que mal grâce au live stream sur le YouTube de l'UPF. Toutefois, j'ai dû prendre un avion en réaction pour rallier Paris en 22 heures, puis un Uber pour me rendre à mon bureau, que j'ai ouvert grâce à une clé électronique. Et pour m'adresser à vous ce matin, j'utilise une vidéo enregistrée sur un smartphone et expédiée via Dropbox. Il y a 100 ans, cette phrase aurait figuré dans un roman de fiction, de science-fiction. Aujourd'hui, elle décrit le quotidien de l'homme politique connecté et nomade que je suis. Politique et fiction, voilà ce dont j'ai choisi de vous parler ce matin. Je vais vous en parler sans prétention académique. Je ne suis ni universitaire, ni académicien, et mon expérience politique d'élu ne date que de 8 ans. Mon propos est donc anecdotique, pragmatique et certainement pas systémique. En langage simple, je vais vous parler de ce que j'ai lu, vécu, écrit. D'abord, évacuons les définitions. Par fiction, on entend un ensemble de faits, de lieux, de personnages, de concepts imaginés, par opposition à la réalité. Par extension, toutes les créations de l'imagination, en littérature, au cinéma, à la télévision, au théâtre, forment un genre nommé fiction. Il y a toutefois souvent des bribes, un substrat, une ossature attachée à la réalité, mêlée à cette fiction. Dans le contexte de ce colloque, nous nous restreindrons à la fiction littéraire. Par politique, nous entendrons l'acception commune grecque d'organisation et de gestion des affaires de la cité, mais aussi l'exercice du pouvoir dans une société organisée, la pratique de ce pouvoir et enfin les luttes de pouvoir entre et au sein des partis politiques bien éloignés du sens premier. De politicos à politiquer, il n'y a qu'un pas qui est trop souvent franchi. Quand la fiction anticipe les conséquences de la politique. Ma première prise de conscience du lien bien réel entre politique et fiction remonte à 1984 à Uturoa chez mes grands-parents paternels. Dans leur bibliothèque, à côté des National Geographic, de la Bible, des romans de Michener et Steinbeck, 3 livres, 3 chocs. Apes of Essence, Brave New World de Aldous Huxley, ainsi que 1984 de George Orwell. Le premier nous met face à une expédition scientifique partie de Aotearoa, pays qui a été oublié de la folie atomique d'une troisième guerre mondiale, provoquée en 2018 par la folie des hommes et des singes à qui la science humaine a fini par donner une conscience. Après un siècle, des scientifiques partent en voilier d'Auckland vers la Californie. Ils y découvriront la dévastation physique, mais aussi morale de ce qui subsiste de cette société de la surconsommation des biens et des êtres. Une dystopie sombre où Bélial a supplanté Dieu et où les difformités congénitales dues au cataclysme nucléaire ont fait basculer les survivants dans une forme de fatalisme. À l'heure où la guerre en Ukraine et un missile tiré par accident sur la Pologne font planer le spectre d'un conflit nucléaire et où la technologie CRISPR-Cas9 permet de modifier l'ADN humain, on serait tenté d'offrir ce petit livre à l'ensemble des dirigeants politiques mondiaux. Le deuxième nous présente ce qui, au départ, se voudrait une utopie, un monde meilleur, voire le meilleur des mondes. Ici, l'humanité a résolu ses problèmes par le productivisme, le consumérisme, l'eugénisme et une hiérarchisation stricte qui prennent leur fondement dans une fabrication du consentement que ne renierait pas Noam Chomsky. Dieu a été remplacé par Ford, l'industriel, pas le président. La reproduction est confiée à la science qui différencie les castes biologiquement dès leur conception. La sexualité n'est plus liée ni au sentiment, ni à la maternité. C'est un loisir. L'éducation est hypnopédique, les enfants étant conditionnés durant leur sommeil. Quant aux adultes, le soma, une drogue de la béatitude, est distribuée sur tous les lieux de travail et donne à tous le sentiment, l'illusion d'un bonheur permanent. Pour avoir participé au débat sur la loi bioéthique, je dois admettre mes craintes de citoyens et de responsables politiques. Le clonage humain,
la sélection et la manipulation du génome sont déjà à nos portes, et seule la loi nous éloigne, dans certains pays, de l'éternelle tentation du démiurge. Dans nos sociétés libérales où seule la croissance est considérée, il suffit de regarder ces files interminables à l'extérieur des Apple Store à chaque nouvelle e-machin ou e-truc pour admettre que nous avons déjà un pas dans ce meilleur des mondes. Quant à l'éducation, hypnopédique et au soma, télévision, internet, réseaux sociaux n'en sont-ils pas un avatar qui formate plus qu'il ne forme des masses dociles et abreuvées de publicité? La contraception, le délitement de l'institution du mariage, de la famille, mais aussi la chirurgie esthétique et les béquilles chimiques font également de cette sexualité loisir une réalité de notre monde. The Brave New World seems to already be here, my friends. Le troisième roman, 1984, partage avec Apes of Essence le prédicat d'un monde post-cataclysme nucléaire. Ici, une société totalitaire s'établit après la guerre entre l'Est et l'Ouest. Ce qui caractérise à mon sens 1984, c'est la figure de Big Brother. Les hommes ont ici abandonné toute velléité de liberté, liberté de penser, liberté d'aimer, liberté de vivre. Un ministère de la vérité et son bras armé, la police de la pensée, veille à tout moment à ce que seule la vérité émanant du parti, même contradictoire, n'alimente les esprits et ne forge les opinions. Quiconque essaierait de sortir des lignes s'aperçoit très vite que Big Brother observe ses moindres faits et gestes via le télécran. En arrière-plan de ce monde totalitaire, Orwell décrit également la source du conflit permanent entre les blocs, le contrôle du quart-monde et de ses ressources. Comment ne pas faire de parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui? Le quart-monde n'est-il pas l'Indo-Pacifique? Remplacer Big Brother par Facebook et Google en Occident, en Chine, le scoring social couplé à des millions de caméras dans les espaces publics, et au milieu de tout ça, des milliards d'humains absorbés par leurs smartphones, porteurs consentants de ces télécrans individuels devenus indispensables. Big Brother is watching you indeed. Quant au ministère de la vérité et à la police de la pensée, le contrôle des médias par quelques milliardaires et la multiplication de lois liberticides justifiées après chaque attentat terroriste sont aujourd'hui notre lot commun. Qui parmi nous, à part moi puisque j'y étais, se souvient que la France a désormais inscrit dans le droit commun la quasi-totalité des dispositions de l'état d'urgence? 3 romans, 3 chocs pour l'adolescent de Wahine que j'étais, et dont l'actualité pour l'homme politique que je suis aujourd'hui sont indéniables. Ces 3 romans ont en commun d'être des anticipations dystopiques ou utopiques d'une possible société à venir. D'autres romans de fiction utilisent un autre ressort, celui de la contemporanéité altérée. Derrière ces mots bizarres, un concept simple, l'auteur se cache derrière la fiction pour décrire ou critiquer la société dans laquelle il vit. Pas une possibilité future, mais bien le présent, ou alors un passé très récent ou un futur très proche. Un mutisme de Tita Wapeu, l'île des rêves écrasée de Chantal Spitz, Soumission de Michel Houellebecq, ou encore L'emprise de Marc Duguin sont de merveilleux exemples du genre. Ici, l'auteur peut, en toute liberté, du moins dans nos démocraties occidentales, critiquer sans trop de risques le pouvoir en place ou les ambitions de ceux qui prétendent représenter l'alternance. Sans trop de risques, puisque, in fine, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite.
Nous venons de voir que la fiction littéraire, depuis toujours, s'est emparée de la politique. L'inverse existe-t-il? Y a-t-il des politiciens qui écrivent de la fiction? Souvent, les hommes et femmes politiques sont présents dans la littérature à travers de biographies ou d'autobiographies. Certains de ces ouvrages présentent des qualités littéraires indéniables. Certains d'entre vous seront peut-être amusés ou surpris de savoir que l'indépendantiste maori qui vous parle a dévoré les mémoires d'un certain Charles de Gaulle. Plus récemment, Promised Land de Barack Obama m'a tenu compagnie sur mes trajets entre Faa et Paris. Mais revenons à la fiction. En 2017, quelques semaines après mon élection à l'Assemblée nationale, au sortir de la salle des pas perdus, j'abordai un individu longiligne, élégant et barbu pour lui demander un autographe. L'année précédente, j'avais lu un excellent thriller intitulé Dans l'ombre, qui racontait le chaos d'une campagne présidentielle sur fond de soupçons de primaires truqués. L'auteur de ce livre, Édouard Philippe, Premier ministre. En 2020, il a récidivé avec un autre thriller, excellent lui également, L'heure de vérité, qui nous emporte dans une enquête autour du suicide ou du meurtre d'un ministre du budget favori à 3 semaines de la prochaine élection présidentielle et qui disparaît en mer. Il n'est pas le seul à s'être aventuré dans le genre. Je ne parlerai ici que ce que j'ai lu et dont je recommande la lecture. Bill Clinton s'est ainsi associé à Bill Patterson dans 2 thrillers passionnants, The President is Missing et The President's Daughter. Même si il est difficile de déterminer la quote-part de chaque auteur, il est indéniable que l'ancien POTUS a apporté un minima son expérience de président à ces 2 romans. Shintaro Ishihara, homme politique japonais qui a dirigé Tokyo pendant 13 ans, vient, lui, d'être traduit en français. La saison du soleil est un roman magnifique sur la jeunesse japonaise de l'après-guerre. Jeunesse qui se cherche sans se trouver et se rebelle souvent sans vraiment en identifier la source. Winston Churchill, plus connu pour ses discours et sa carrière politique, nous a aussi offert A Tale of the Revolution in Lorraine, une fable incroyablement bien écrite sur une dictature européenne que l'on pourrait éventuellement situer en Hongrie de nos jours. Enfin, comment ne pas vous citer Cain et Abel de Jeffrey Archer, ancien membre du Parlement britannique. J'ai lu ce roman en 2013 et cette version revisitée dans l'Amérique du XXe siècle du mythe biblique est à mon avis le plus bel exemple de production de fiction littéraire par un homme politique. Près de 40 millions de lecteurs semblent partager cet avis. La preuve par l'exemple est donc bien faite que les hommes politiques peuvent, parfois, être d'excellents écrivains de fiction. Lors de mon dernier voyage à New York, j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence donnée par Tita Wapeu dans une prestigieuse université du New Jersey. Elle y a annoncé l'arrivée future d'une trilogie dystopique sur l'indépendance de Maui. Vous n'imaginez pas bien le degré d'excitation qui est le mien à l'idée de cette lecture. Pourtant, je sais que la plume sera acérée sans concession, notamment pour le parti auquel j'adhère. Peut-être même y serais-je directement ou indirectement mis en cause avec le joker imparable de toute ressemblance avec des personnages existants, etc., etc. Peu importe à vrai dire, ce qui est réellement réjouissant, c'est de savoir que ces bouquins arrivent. Nous venons de voir que la fiction pouvait nourrir la politique et que l'inverse est également vrai.
Je vous propose pour terminer cette discussion une réflexion toute personnelle sur ce que j'appelle la nature fictive de la politique. Avant d'être élu, d'abord au conseil municipal de Faa'a en 2014, puis à l'Assemblée nationale en 2017, j'étais un technicien de la politique, œuvrant dans l'ombre d'élus bien connus de notre Fénois. Une période de ma vie, de 2009 à 2013, m'a conduit à devenir la plume politique d'Oscar Temaru, leader indépendantiste et président du Tavenir Wiratira. J'en garde des souvenirs controversés. En effet, si j'écris depuis mes 14 ans, j'avais toujours écrit pour moi, en exprimant ma voix, mes idées, mes sentiments. Écrire un discours pour un autre que soi est une forme de schizophrénie redoutable a priori, mais surtout a posteriori. En effet, il faut d'abord apprivoiser celui qu'on prétend faire parler, le comprendre, capter son style, ce qu'il aime dire et ce qu'il rechigne à prononcer. Vient ensuite l'exercice qui consiste à ordonner, dans un format contraint par une durée fixe, les faits, les données et les idées, avec en tête deux cibles. Celui qui va prononcer le discours et ceux qui vont le recevoir, l'entendre, l'apprécier ou le détester. En plume consciencieuse, j'y mettais toujours beaucoup d'énergie et d'application. Je ciselais chaque mot, chaque phrase et au final, chaque discours était un monde en miniature, un monde d'idées, un monde imagé, une proposition amoureuse presque, toujours dans l'attente que l'idylle se crée avec le public. À la fin des rounds d'échange pour valider le texte, épuisé, j'en remettais alors copie au protocole, chargé de l'insérer dans un porte-document qui serait remis au président. À chaque fois, j'avais le sentiment d'avoir produit un texte digne du Goncourt ou du prix Nobel. C'est vous dire. Cette boursouflure de l'ego, heureusement temporaire, est à mon avis le lot commun des plumes. Car si on n'y croit pas soi-même, il ne faut pas espérer convaincre l'autre. Alors, la première fois que, assis dans le public, j'attendais d'entendre mes mots dans la bouche de mon président, l'émotion était à son comble. Pourtant, quand il s'est levé de sa chaise pour se diriger vers la scène, quelque chose n'allait pas. Le porte-document, il l'avait laissé sur la chaise. Impossible, il ne peut pas avoir mémorisé l'intégralité de ce chef-d'œuvre. Toujours sans support, les mains posées sur le pupitre, mon président s'est alors lancé dans une totale improvisation dans laquelle je peinais à reconnaître ne serait-ce que des bribes du discours originel. Au-delà du sentiment puéril de trahison et de la frustration engendrée par la certitude que le public aurait mieux réagi s'il avait respecté le script, c'est surtout un sentiment diffus d'avoir créé une réalité par mes mots qui, en une seconde, resté sur une chaise, se transformerait à jamais en une fiction interdite que jamais aucun public ne rencontrerait. Ces discours avortés, ces bulles de réalité restées enfermées dans le donjon de la fiction politique, j'en ai écrit tellement. Pourtant, chacun d'eux avait été validé avec le chef. Mais l'homme politique n'est pas un simple porteur d'eau, et le leader politique ne saurait être réduit à une marionnette de ventriloque. Ce donjon de la fiction politique, je l'ai revu plus tard dans un autre exercice encore plus complexe, encore plus exigeant et encore plus frustrant, l'écriture d'un programme politique. Quelle que soit l'élection, communale, territoriale, législative, il est convenu de présenter ces idées par lesquelles on brigue le suffrage des citoyens dans un document programmatique, une profession de foi. C'est un document à la fois technique, avec des chiffres, des projections, des diagnostics,
et un document politique puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de formaliser une vision politique sur l'étendue du mandat à venir, voire au-delà. Ici, comme pour les discours, plus encore, l'exercice est exigeant, épuisant. On y met tout son cœur, ses neurones, ses tripes. On oublie de dormir, on relit, on compile les centaines de sources humaines ou documentaires. Bref, à nouveau, on crée un monde, on refait cette proposition amoureuse à l'intention d'une dulcinée convoitée, mais de plus en plus blasée par la chose politique. Le retour sur Terre présente deux options. La première, la plus simple, est qu'on perd l'élection. Instantanément, à l'instar du discours oublié sur la chaise, l'utopie merveilleuse contenue dans le programme s'évapore et devient au mieux un souvenir pour ceux qui l'ont lu ou écrit, et une fiction jamais touchée pour ceux nombreux qui ne lisent pas les programmes politiques. La seconde, plus redoutable, est l'épreuve de la réalité. On connaît tous le proverbe qui dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moins nombreux sont ceux qui, ayant mis tout leur cœur dans un programme politique, voient, une fois l'élection gagnée, la réalité des réalisations ranger à nouveau tout ou partie de ce dernier au rang de fiction. Voilà. Voilà l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Pour conclure, je voudrais vous lire quelques lignes d'un roman écrit en 1984 par un jeune adolescent sur un ponton à Uturoa. S'engouffrant dans la limousine noire, le président Tama observait le défilé des immeubles sur la seconde avenue. 20 ans que la Polynésie n'était plus française. Le chemin avait été long, semé d'embûches, mais il l'avait fait. Le plus dur dans tout ça ne fut pas de convaincre la France, mais bien les Polynésiens eux-mêmes. Les années qui avaient suivi le grand soir de l'indépendance avaient vu l'alternance de bons et mauvais jours. En 10 ans, un fragile équilibre semblait avoir été atteint. C'est alors que, contre toute attente, les USSA, United States of South America, avaient annoncé leur intention d'annexer la Polynésie pour en faire une colonie, dont le centre administratif serait situé à Rapa Nui. Tous les observateurs s'étaient donc trompés. Le péril jaune, l'ogre chinois, au final, s'était contenté d'étendre son emprise économique sans jamais annexer ni conquérir politiquement la zone. Accueilli à la représentation permanente des USA par le vice-président Bowden, Tama répétait intérieurement ces éléments de langage. Après leur discussion, il montrait à la tribune de l'ONU pour demander l'aide des Nations Unies contre l'oppresseur. La proposition de Bowden le cueillit à froid. Loin de lui proposer un soutien désintéressé, celui-ci venait de lui présenter une alternative aussi brutale que salutaire. Mr. President, the USA will protect you, but needless to say that nothing comes free in this world. Therefore, what I expect from you later on at the General Assembly may seem too much, but it's the only option that we are offering, and we believe it's a good one. We look forward for your islands to become the 51st star on our flag. Maruru, te alwhaiarei, e bon colloque.